Voilà, on va vous faire l'état des lieux de la chirurgie ambulatoire en orthopédie traumato en 2019 et quelles sont nos éventuelles perspectives pour 2022. Nous n'avons pas de conflit, à part un seul conflit important, c'est que nous sommes chirurgiens et passionnés par ce que nous faisons, c'est un inconvénient majeur. Et le contexte, il y a eu des annonces faites dans les journaux par les tutelles en différentes circonstances, que ce soit par le passé ou plus récemment, et plus récemment dans d'autres quotidiens, comme cela a été évoqué récemment, des questions sur la faisabilité de ces 70% en 2022, avec une réponse de l'AFCA qui déplorait très récemment devant la commission parlementaire MECSS que le taux de chirurgie ambulatoire en 2018 était insuffisant pour atteindre cet objectif, d'où l'intérêt de cette réunion aujourd'hui. Il faut se méfier de ce que disent les journaux, parce que déjà, le journal, le quotidien du médecin, disait que j'étais président du CNP Sofcode, ce qui est absolument faux. Je ne suis pas, je ne serai pas, donc il n'y a pas de problème. Il faut se méfier de ce que disent les médecins et des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. La réalité de la chirurgie ambulatoire en 2017, elle est la suivante selon l'ATI. Le taux national était de 55,9%, avec déjà une chirurgie ambulatoire qui était prédominante par rapport à la chirurgie conventionnelle, et nous faisait ses pronostics pour atteindre le fameux objectif tant escompté par la tutelle de 70% à l'aube de 2022. Alors est-ce qu'il est réaliste ? Je ne crois pas, parce que le taux pour 2018 publié récemment est de 57,6 à quelque chose près, si mes sources sont exactes. Le gain entre 2017 et 2018 n'est que de 1,9%. Il y a toujours la même différence entre les établissements dits DG, c'est la dotation globale. Les CHU et la PHP sont à moins de 40% en France, donc il y a un retard dans les CHU et dans la PHP. C'est les CH généraux qui sont en avance. Et les établissements privés sont à 65,6. Et quand on met en parallèle, en perspective, les chiffres de la tutelle, vous voyez bien qu'on est en retard et que le chiffre de 70%, il me semble pas très réaliste. Qu'en est-il pour notre spécialité ? Nous, c'est la spécialité D2, si on intègre toute l'orthopédie. Et nous, on a instauré un dialogue avec la DGOS, l'HAS, l'IGAS et la CPM en 2012-2013, qui nous avait permis d'avoir un éclairage différent. Et pourquoi est-ce qu'on est ciblé par l'ambulatoire en orthopédie ? Parce qu'on a un volume de patients très très important, près d'1,8 million en 2017, qu'on représente 10% de l'activité globale, et que le taux de chirurgie ambu pour notre spécialité est de 47% sans le rachis, et de 45% avec le rachis. Et les chirurgiens digestifs sont beaucoup plus hauts que nous en volume, parce que dans la TIH, c'est un des mystères de la TIH, les endoscopies digestives sont rattachées à la discipline des 0,1, ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà le taux national avec la disparité en fonction des nouvelles régions, la différence entre établissements à dotation globale, 33% dans les établissements publics, 54% dans le privé, et la progression pour la chirurgie ambulatoire en orthopédie en France est de 2% et elle est stable comme ça depuis plusieurs années. Alors dans le dialogue qu'on avait instauré avec la DGOS, nous on avait fait des notions très importantes sur lesquelles on restera très ferme et très attaché. On ne veut pas de notion de seuil pour faire de la chirurgie ambulatoire. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique. On voulait la suppression des bornes basses, on a maintenant celle des niveaux 1 et 2 depuis l'arrêté de mars tarifaire de 2013 et puis de suite 2019 pour les niveaux 2. Et on avait déterminé en tant que société savante un partenariat très intéressant et très collaboratif où on avait déterminé des fourchettes pour tous les GHM de la nomenclature. Il y en a 58 chez nous, mais ça nous avait permis d'avoir une attitude entre les chiffres et la pratique du terrain pour vraiment voir le retour, parce que on n'a pas tous les mêmes pratiques quand on est en fonction des établissements où on est, des régions et du territoire. Et on avait fait des fourchettes qui sont très intéressantes puisqu'on a été parfois sous-estimant, mais parfois on est tombé bien et on avait trouvé un équilibre raisonnable. On avait aussi prôné la création de tarifs uniques en J, ça s'est fait. On avait évoqué le problème de la responsabilité du chirurgien qui n'est toujours pas solutionné en 2019, l'innovation qui était mal définie, et puis on était très attaché aux publications marketing des industriels pour dire que la chirurgie ambulatoire ne pouvait pas conditionner le choix d'une méthode thérapeutique à la mode de prise en charge. C'est-à-dire que dans notre chirurgie, on ne peut pas mettre telle prothèse parce qu'elle doit se faire en ambu et telle autre prothèse parce que là on rentre dans des conflits d'intérêts majeurs. Et il est hors de question qu'on puisse se permettre ça. Alors, quelles sont nos perspectives ? Alors, si on fait une approche théorique, en regardant uniquement les chiffres, sans tenir compte des actes, et uniquement les GHM. Vous voyez, les 58 GHM de l'orthopédie, c'est un truc assez indigeste. Qu'est-ce qu'on retient ? Il y a 58 GHM, il y a des effectifs très variables. Ça va de 1000 cas à 120 000 cas.
Vous imaginez bien que l'intérêt n'est pas le même. Le taux, il est variable, il est de 0,1% pour les tumeurs et pour la chirurgie des amputations, mais jusqu'à près de 90% pour la chirurgie du canal carpien. La croissance entre 2016 et 2017 pour tous les GHM, elle est de 0 à 9%. Et si on fait un calcul purement mathématique, qui n'a rien de scientifique, je précise bien, et qu'on regarde les régions où le taux d'embu est le plus important pour chaque GHM, on a une croissance potentielle, théorique, hypothétique, vous voyez, je ne peux pas prendre plus de précautions oratoires, qui est de 10 à 12% en fonction des meilleures pratiques actuelles pour les centres les plus experts dans le domaine. C'est ce qui se rapporte un peu de ce qu'a fait un logiciel que vous connaissez qui s'appelle Visushir. Ça veut dire qu'on pourrait obtenir, peut-être, dans un délai qui n'est pas défini, et je me garderai bien de le définir, un taux de 57 à 59%, toutes choses étant égales par ailleurs, avec une grande prudence. Mais est-ce que c'est réaliste ? Eh bien, on va voir qu'il y a aussi une approche financière, et je reprends le même tableau que Laurent Delaunay qui a été fait par cet économiste. Et le grand oublié des réductions et des économies faites par l'ambulatoire, ce sont les soignants, les directeurs d'établissement, qu'ils soient privés ou publics, ils en mettent plein les poches. Il n'y a pas de problème, c'était l'objectif. La CNAM aussi, il n'y a pas de problème. Les patients, beaucoup moins. Et les mutuelles, théoriquement, font des économies majeures, mais tous les tarifs des mutuelles ont augmenté l'année dernière. Donc cherchez l'erreur. C'est une pierre dans le jardin des mutuelles. Et en fait, la conclusion de cette économie, c'est qu'il faut réinvestir et redistribuer tout ou partie des gains aux producteurs de soins et transférer les moyens vers des nouveaux métiers. Il faut gérer les projets plutôt que gérer les budgets. La perspective, dans la réalité, au sein du CNP Sofcode, c'est qu'il faut tenir compte des parcours de soins, des freins chirurgicaux qui restent encore, des freins organisationnels, de l'aspect médical dans les territoires. Moi, je suis dans une région assez isolée en ce moment. On n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute, et on a de la boue pour venir à Paris, mais on y arrive quand même. Il y a les patients des villes et il y a les patients des champs. Moi, je suis en Normandie. Le réseau de soins n'est pas le même que dans la région parisienne. Quand ils sont dans une ferme isolée avec personne à 30 km à la ronde, on ne peut pas faire de l'ambulatoire facilement. Ce n'est pas la même chose qu'en dans un territoire urbain. Il faut tenir compte de l'éligibilité, des aspects psychosociaux, on en a déjà beaucoup parlé. L'illettrisme, 7% en France, 50% en zone rurale. Les immigrés qui ne savent pas parler français. Les oreilles aussi. On a tous de plus en plus des petits déficits auditifs en vieillissant. Et puis l'isolement. Il y a les seuls dans leur logement. Ce n'est pas forcément les personnes âgées, l'isolement. L'isolement, c'est l'étudiant de 25 ans qui est étudiant dans sa chambre d'étudiant, qui est seul dans une résidence étudiante et qui ne peut pas rentrer tout seul chez lui après son ligament croisé. Parce qu'il n'a pas sa copine, parce qu'il n'a pas ses parents, et que la première nuit, on ne veut pas qu'il la passe tout seul. Lui, il est isolé, cet étudiant-là. Et on n'a pas de ressources pour le prendre en charge. Donc il faut en tenir compte. Donc nous, on a fait 3 actes. Les actes historiques, simples, vous les connaissez tous. Ils sont tous à plus de 80-90%. Et là, ils font partie du basket de la Société internationale d'ambulatoire. Et on a une marge faible de progression. Il y a des actes intermédiaires qui ont des volumes importants. On en a parlé aussi ce matin. C'est toute la chirurgie de la main, les urgences différées qui deviennent un vrai vecteur pour l'avenir, avec toutes les plaies de la main. Marc Bossier connaît très bien ça, il l'a fait pendant très longtemps. Toutes les arthroscopies, quelle que soit leur localisation. La chirurgie du croise antérieur pour tous nos enfants sportifs. La chirurgie du pied pour tous nos oignons quand on vieillira. Et vous voyez que pour la chirurgie du pied, on est à plus de 60% de chirurgie ambulatoire. L'orthopédie pédiatrique n'est pas en reste, puisqu'elle est déjà à 51% pour l'orthopédie. Donc il y a une progression. Il y a une croissance de 5 à 9%, et puis surtout, maintenant, il y a des publications scientifiques françaises qui montrent que ça marche et que ça marche bien, ce qu'il n'y avait pas avant. Et puis le troisième groupe, c'est celui dont on parle qui intéresse beaucoup, notamment les médias, c'est les actes lourds, complexes, innovants, avec 3 pathologies majeures. C'est la traumatologie, et c'est toute la traumatologie du 3e et du 4e âge, toutes les fractures du col du fémur, toutes les fractures des personnes dépendantes liées à l'ostéoporose. Là, le taux d'ambulatoire, c'est 0%. Il n'y a pas une fracture du col qui ressort le jour même. Déjà, elles ne peuvent pas t'opérer le jour même, donc elles ne peuvent pas encore moins sortir. La deuxième chose, c'est toutes les prothèses. Le taux d'ambulatoire pour les prothèses est entre 1 et 3%. Tout le monde fantasme là-dessus, mais on n'est qu'à 1 à 3%. La chirurgie du rachis, il y a un vrai frémissement, et il faut que les volumes intéressent tout le monde, les tutelles, parce qu'on est à plus de 90 000 actes pour ces pathologies.
et qu'il y a des publications médiatiques qui sont parfois dans les journaux un peu limites. Mais ces pionniers, ils sont nécessaires car ils ont le même objectif que les pionniers de l'arthroscopie dans les années 90. Il faut qu'il y ait des gens pour nous stimuler. La réalité, c'est qu'il y a un vrai frémissement, il y a une progression spectaculaire de l'activité en 0 jours, même si elle reste symbolique. Pour les prothèses totales de hanches en France, ça fait moins de 2000 interventions par an sur tout le territoire. Et l'objectif primaire, ça a été dit comme très bien par la représentante des usagers, ça doit rester avant tout la qualité et la sécurité des soins et pas la DMS. Alors pour ça, nous orthopédistes, on a un peu la même philosophie que nos amis anesthésistes, c'est qu'il faut qu'on vienne à une méthodologie collective soutenue par nos institutions qui s'apparente à la RAC et qui soit faite pour tous les parcours de patients avec des parcours de soins validés avec 2 aspects, l'optimisation des bonnes pratiques médicales, le patient qui devient acteur de sa chirurgie. Et là, il faut se servir de l'ambulatoire parce qu'il faut des parcours de soins avec une organisation calquée sur celle du chemin clinique de l'ambulatoire qui a montré son efficience. Et si on respecte ça, on pourra avoir un transfert important. Alors pour ça, c'est un travail multidisciplinaire, organisationnel, soutenu par nos institutions. Il faut une locomotive, et là on va faire des relations incestueuses avec les anesthésistes. On va se marier avec eux, il faut qu'on travaille chirurgien et anesthésiste beaucoup plus ensemble, qu'on accepte le changement, et ça c'est pas toujours simple, parce qu'on a nos habitudes. Eux, ils prennent le café, maintenant ils nous l'offrent, donc on se met à boire du café avec eux, et ça c'est bien. Il faut qu'on fasse des trains avec les 4 C, les convaincus, les convaincants, les combatifs et les concernés, et qu'on ait aussi à notre disposition des indicateurs de qualité par les tutelles qui actuellement sont déficients sur le taux de réadmission et de reprise chirurgicale. Et la DMS, ensuite, elle fera le reste. Et des outils comme Visuchir, quand ils seront améliorés, ce que j'espère bientôt, nous permettront d'avoir des visions par spécialité. Et tout cela débouche, comme cela a été dit, en chirurgie digestive, mais aussi en orthopédie, sur des recommandations formalisées d'experts qui sont en cours de rédaction pour la RAC dans les PTH-PTG. Donc le train est en marche. Il est tellement en marche que moi je pense, et la Sofcote partage aussi, c'est qu'en 2020, on pourrait voir l'année de la fusion entre l'ambulatoire et la RAC. Il n'est pas question que les deux se superposent, mais il y a quand même des convergences d'idées importantes. Pour les prothèses de genoux, voilà ce que ça a donné. Les premières publications sporadiques sont de 2012. Et quand on voit la DMS au niveau national, grâce à ces pratiques, à l'optimisation du parcours de soins et aux bonnes pratiques médicales, la DMS, sans être au détriment de la qualité, réduit. Et si on regarde pour plus de 100 000 prothèses, eh ben les tutelles vont être terriblement intéressées parce qu'un gain de DMS de 3 jours, ça fait 300 000 nuitées gagnées sur le territoire. Je ne connais pas le calcul de Gilles, mais je suis sûr qu'en termes de Lille, il en faut beaucoup moins. Et là, effectivement, le problème, c'est qu'il faut que ces économies faites par les institutions soient redistribuées vers les chirurgiens pour développer avec les autres soignants des protocoles et des nouveaux métiers. Donc, le risque, nous, il est important en chirurgie orthopédique. Il y a 54% de risque d'être mis en cause par an sur un acte, mais il n'y en a pas plus en ambulatoire ou en RAC qu'en chirurgie conventionnelle. On n'a pas de données officielles des assureurs, mais il semble bien qu'il n'y en ait pas plus. Le paradoxe administratif, c'est que la loi s'impose parfois aux praticiens et aux structures, mais il y a encore des mutuelles ou certaines assurances qui exigent l'hospitalisation complète pour bénéficier des indemnités journalières ou des auxiliaires de vie. Donc il va falloir à un moment donné que tout le monde se mette dans le même sens. Les perspectives, c'est l'organisation, toujours et encore l'organisation. Le chemin clinique, il doit être essentiel, que ce soit en chirurgie ou en RAC. La création de nouveaux métiers, la technologie et l'e-santé, et la chaise vient de sortir un guide qui est assez succinct sur son utilisation. Le transfert des moyens financiers vers les équipes de soignants et surtout les indices de qualité et de sécurité des soins qu'on n'a pas encore à ce jour. Le patient, il doit être informé, il doit être responsabilisé, il est acteur de sa prise en charge. Il faut aussi prévenir et éduquer l'entourage. Il faut lui donner envie d'avoir envie, comme disait un chanteur français célèbre. Et aussi, il faut changer le discours des chirurgiens. Il ne faut pas dire aux patients, vous serez hospitalisé 3, 4, 5 jours si vous les gardez que 2 jours. Ce n'est pas la peine. Il faut avoir un autre discours et les patients nous écoutent. Enfin, le grand oublié, c'est le chirurgien et les sociétés savantes qui doivent être impliqués beaucoup plus que ça dans les mesures, avec un véritable dialogue avec les tutelles, les interlocuteurs, et vous êtes tous ici présents pour ça, et je laisserai mon président vous dire un mot là-dessus. Et puis enfin, n'oublions pas que nous sommes tous là pour un patient et qu'on pourrait un jour faire un slogan, on est tous présents ici pour un patient, quelle que soit notre organisation, une organisation personnalisée, ça c'est le chemin clinique, une organisation interne dans les établissements, et c'est les différents types de prise en charge,
et puis une organisation avec la ville, que ce soit en amont, en aval, avec les médecins traitants, et la e-santé, la télémédecine. Donc tous pour un et un pour tous, je trouve que ça fera un excellent slogan. Voilà. L'ambulatoire, c'est, comme disait Bunel, c'est un obscur objet du désir, qui est l'objet de beaucoup de surenchères. Nous, il est clair qu'en orthopédie, on ne veut pas de seuil, on voudrait des indicateurs de qualité très précis, rétablir le dialogue avec les tutelles, et que le développement de l'ambulatoire, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je vous remercie et je vais laisser la parole à mon président.